Bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission de développement Le Scanner en bande FM sur la 89.5. Vous pouvez nous suivre également à la télé sur le bouquet Star Times numéro 779 113 sur TNT, en live sur Kavi TV et groupe Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi de 9h à 10h. Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. Merci de nous suivre sur notre site d'information siaminfo.com à Conakry comme à l'intérieur du pays, à Boké, Bofa, Zérékoré et Kissidougou. Et sur la même fréquence, vous êtes également nombreux à nous préférer sur les réseaux sociaux, à l'AB sur la 96.5 Beta FM. Vous êtes toujours au rendez-vous à Kiroti, à Lansanaïa, Simanteri, Kagbélé. Et bienvenue et merci de nous préférer et de nous tenir compagnie pendant ces minutes. Au menu des sujets à débattre dans le scanner de ce jeudi 18 juillet, la crise sociopolitique fait la une de l'actualité nationale depuis le kidnapping des activistes Omar Silla alias Fonike Mengue et Biloba, tous les deux responsables du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Le procureur général Fallou Doumbouya, dans un communiqué de presse, informe l'opinion nationale et internationale qu'aucun organe d'enquête n'a précédé à aucune interpellation et ou arrestation de qui que ce soit, mieux qu'aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Deuxième sujet d'actualité dans cette émission, le scanner à Beila des morts, véhicules calcinés, boutiques pillées, Moribadou comme une localité fantôme. La localité de Moribadou, relevant de la sous-préfecture de Nyonso-Moridou, dans la préfecture de Beila, était le théâtre des grandes violences. Les citoyens protestent contre le récent recrutement fait par les sociétés en sous-traitance avec Rio Tinto. On parle de cas de mort avec nos chroniqueurs de long en large. Nous allons parler de ce énième affrontement dans les sociétés minières en Guinée et le plus souvent des manifestations émaillées d'extrême violence. Enfin, pour finir, nous nous interrogeons sur la gestion de la transition guinéenne et le rôle des institutions régionales et sous-régionales dont la CEDEAO en position de faiblesse depuis le départ des pays de l'AES. Voilà comment se présente le programme de notre émission de ce jeudi. Vous pouvez participer en cette émission en nous envoyant des SMS et si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez le groupe Kavi Media dans votre émission Le Scanner. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbélé, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous préférer. Sans tarder, nous allons entamer directement ces différents thèmes annoncés au sommaire. Mohamed Ba, bonjour. Bonjour Mohamed et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Non, pas du tout. Oh. Bon, je ne demande pas pourquoi. Yaya Diallo, comment vous allez? Bonjour, ça va, ma mère. Ça va, heureusement. Si ça ne va pas à droite, si ça à gauche, ça va. De mon côté, je vais très bien et j'espère que tout le monde, votre cas, on essaiera de le voir, mais pas maintenant, parce que nous savons très bien, c'est que cela pourrait nous coûter comme temps ici, dans cette émission. Alors, on le dit depuis maintenant moins de 24 heures, Mohamed Ba, le procureur, en tout cas, c'est comme on l'appelle dans d'autres jargons, le procureur des poursuites, l'empereur des poursuites, envoie un communiqué de presse en disant tout ce qui se dit comme spéculation, comme d'autres qualifications sur l'enlèvement de ces messieurs de FNDC qui n'est au courant de rien et aucune maison d'arrêt, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, en tout cas à sa connaissance, ne peut être impliquée de près ou de loin. C'est juste malheureux qu'on assiste à tout cela encore dans notre pays en ce 21e siècle. C'est le procureur, il y a une chose qui est claire, ce communiqué du procureur général près la cour d'appel de Conakry vient quand même effectivement confirmer qu'il y a eu enlèvement. C'est vrai que jusque-là, les gens étaient dans des spéculations dubitatives par rapport aux mots, à l'expression, mais aujourd'hui, il nous dit clairement, parce que c'est l'expression qu'il a utilisée dans le communiqué, enlèvement. Et ce qui encore nourrit un peu le paradoxe autour de ce sujet, c'est que les gens qui ont été témoins de cet enlèvement, parce que là, jusque-là,
il dit c'est-à-dire qu'aucune unité aujourd'hui en termes de justice et autres là, que ces gens-là ne sont pas détenus à ce niveau. C'est que les personnes qui sont témoins de cet enlèvement, de ce kidnapping, parce que c'est maintenant, il nous donne liberté d'employer tous ces superlatifs. Oui, bien sûr. Oui. Ces personnes-là ont quand même pu identifier quelques unités, et ces unités-là sont connues de tout le monde. Mais donc pour, ça veut dire aujourd'hui, pour apporter, nous permettre de mieux comprendre, aux auditeurs et téléspectateurs, de mieux comprendre, quand lui le dit, à travers ses démembrements, aucune arrestation n'a été enregistrée concernant Fonike Mengue et Bilo. Cela veut dire que les OPJ qui relèvent de sa juridiction, ou que ce soit de la police ou de la gendarmerie, cela veut dire qu'il est en train de dire que ni de la police ni la gendarmerie ne peut dire quelque chose de précis lié vraiment à ces kidnappings ou ces enlèvements. C'est ce que ça sous-entend, c'est ce que ça veut dire d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Nous avons tous parcouru quand même ce communiqué, ce communiqué, il faut aussi le rappeler, parce que moi je me dis d'une part même que c'est le barreau aujourd'hui qui a poussé quand même le parquet à jouer son rôle. C'est le barreau qui a pris les devants, c'est le barreau qui a talonné, c'est le barreau qui a tensé, c'est le barreau en fait qui aujourd'hui a d'une manière ou d'une autre... Est-ce que c'est l'inverse qui devrait se produire? Mais bien sûr, c'était l'inverse. Le ministère public, c'est le garant quand même, quand on parle de la liberté, de la tranquillité même en société, c'est le garant de cette tranquillité-là. C'est le ministère public, il est là pour quand même des intérêts de la société, des citoyens qu'il prétend quand même de défendre. Il faut le préciser. Et aujourd'hui, à voir qu'une semaine de plus, que le parquet n'avait même pas pris parole, il a fallu attendre que la sortie du barreau avec cet ultimatum, que le parquet général, c'est-à-dire se manifeste par rapport à ce cas d'enlèvement. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de défaillance à ce niveau? Le retard, depuis qu'on a commencé à parler d'enlèvement, séquestration de Fonike Mengue et de Bilo, le silence qui s'est passé et à la sortie en moins de 24 heures maintenant de ces responsables, est-ce qu'on peut parler de défaillance tout en mettant quelque part dans notre tête ce qu'on appelle la boussole? Bon, par rapport à la boussole, par rapport à la défaillance, vous savez, on pouvait comprendre si on nous avait annoncé des enquêtes par rapport à cet enlèvement, pour dire non, on est associé ni de loin ni de près à cet enlèvement-là, mais ce qui reste clair, le parquet va le faire, c'est que si c'était au lendemain de l'enlèvement que ce communiqué avait été ventilé au niveau de la presse, mais on a attendu quand même plus d'une semaine pour réagir, c'est-à-dire c'est après la sortie du barreau que le parquet s'est manifesté, le parquet s'est vu dans l'obligation de réagir, parce que même quand vous arrivez à parcourir ce communiqué, je me dis que d'une part même que c'est un communiqué malheureux, parce que tous les termes utilisés dedans, en fait aujourd'hui c'est comme si c'était un coup de poignard, c'est-à-dire non seulement par rapport à la liberté d'opinion, à la liberté de se mouvoir, de se déplacer, de faire tout, à la liberté d'expression. Et là, regarde, quand on va plus loin dans ce communiqué de presse du parquet général après la cour d'appel de Conakry, on se rend compte que on parle toujours depuis quelques jours de Oumar Silla, de Fonike Mengue, de Mamadou Biloba, mais on se rend compte que le procureur, le parquet va plus loin, parle des militaires qui sont aussi porté disparu, pour ne pas dire kidnapping, à la personne de colonel C.C. Célestin Bilivogui, le sergent-chef Moussa Cheikh Souma, plus maintenant Fonike Mengue et Biloba. C'est pourquoi maintenant je dis que le parquet n'a vraiment pas joué son rôle. C'est qu'il a été poussé à jouer son rôle. Ça fait combien de temps qu'on parle du colonel C.C. Célestin? Et ça fait des mois, hein? Ça fait des mois maintenant qu'on parle du colonel Célestin, qu'on parle du sergent-chef Moussa Cheikh Souma. Ça fait très longtemps maintenant. Les avocats de ces gens-là ont sorti tellement de communiqués pourquoi le parquet n'a rien dit pendant tout ce temps? Fonike Mengue, ok, ça vient de se passer il y a quelques jours, à peine une semaine, mais le cas de Célestin, c'est une réalité qui était là. C'est maintenant on parle. C'est parce que
peut-être que le barreau n'avait pas fait la même sortie, ou c'est parce que la communauté internationale ne s'était pas quand même peut-être saisie de ces dossiers-là par rapport à ces deux militaires-là. Oui. C'est juste cela, parce que ces anciens, disons, cet enlèvement de Fonike Mengue ici, c'est parce que tout le monde en parle, que le parquet s'est vu peut-être, disons, que dans l'obligation aujourd'hui de réagir pour dire non, il faut se dédouaner, parce que ce que le parquet vient de faire, se communiquer, c'est se dédouaner complètement pour dire attention, ce n'est pas nous, on ne sait pas. C'est pourquoi hier je disais, même par rapport à la fermeture de l'association, du siège de la MAOG, c'est possible de revenir nous dire on ne sait pas. C'est pourquoi je disais qu'il faut aborder ce sujet prudemment, parce que demain, après-demain, ces gens-là peuvent sortir encore d'autres communiqués pour dire non, ce n'est pas nous, on n'en sait rien. Vraiment, ce qui se passe, c'est le comble. D'accord. C'est le comble, c'est difficile à comprendre de ce qui se passe là, et qu'on regarde avec cette sortie, qu'on arrive à dire aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes. Yaya, c'est dans notre pays, je ne dis pas qu'on est dans quel pays, mais on est en Guinée. Comment pouvez-vous comprendre, expliquer ces différents faits jusqu'à la sortie vraiment du parquet hier? Écoutez, je crois que l'expliquer, peut-être apporter mon analyse, mais l'expliquer, je ne dis aucun Guinéen n'arrive à pouvoir expliquer cela. Parce que tout simplement, c'est inadmissible à tout point de vue. Ceci dit, le parquet quand même a confirmé un certain nombre de choses dans son communiqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu enlèvement. Et que par endroit cet enlèvement peut-être dépasse l'entendement du parquet, donc, alors que nous sommes dans une république, c'est quand même assez gravissime qu'on puisse assister à cela dans notre pays. Alors, la deuxième chose que je n'arrive pas à comprendre, comment se fait-il qu'on puisse faire une liaison entre la disparition ou l'enlèvement du colonel Célestin Bilivogui, des sergents-chefs Cheikh Chouma, alors que c'est des événements qui se sont passés il y a de cela à peu près 8 mois. Alors, pour le cas de Fonike Mengue et Biloba, je crois que c'est important à un certain niveau, puisque les différentes familles de ces différentes personnalités ont identifié quelques éléments qui relèvent de nos forces de défense et de sécurité. Je n'arrive pas à pouvoir comprendre ce que le parquet voulait évidemment nous faire comprendre ici. Parce que quand on nous dit aucun organe d'enquête n'a procédé à l'interpellation ou à l'arrestation de ces différentes personnalités-là, et que mieux, dans aucun des établissements pénitentiaires dans le pays, ces personnes-là se trouvent aujourd'hui, je crois que c'est quand même assez inquiétant, et ça devient assez inquiétant parce que tout simplement, c'est l'État, à travers le procureur général, qui nous dit effectivement, nous ne savons pas où se trouve Fonike Mengue, Biloba, Célestin Bilivogui et sergent-chef Cheikh Chouma. Donc, ça devient encore assez compliqué parce que tout simplement, on s'attendait à mieux quand même du parquet, ou en tout cas au du ministère de la Justice, pour qu'on nous dise évidemment c'est dont on reproche à ces différentes personnes-là. C'est là où on attendait le parquet, évidemment, et plus loin nous dire effectivement où sont détenus. Alors quand on nous dit qu'on ne sait rien, alors que là, le parquet, c'est l'une des voies les plus autorisées de l'appareil judiciaire de notre pays. Quand c'est comme cela, je crois que ça attire, disons encore une fois, ça attire ce qu'on appelle la psychose, ça l'amplifie, et nous sommes dans une situation. Et ce qu'il faut dire, c'est que le parquet est conscient que depuis un bon bout de temps, nous sommes dans une situation de psychose nationale. Les gens interprètent de part et d'autre cet événement ou cet enlèvement. Alors, le parquet vient encore une fois en ajouter de ce qui existait déjà en termes de confusion, parce que c'est un communiqué laconique, mais vraiment laconique, parce que tout simplement on n'arrive pas à comprendre évidemment la position du parquet, ou tout au plus son rôle en tant que défenseur de liberté individuelle et collective dans notre pays. Donc, je suis de ce qui pense qu'aujourd'hui, il faut s'adresser alors encore une fois au ministère de la Justice, ou tout au plus au CNRD, puisque c'est l'organe central de toutes les façons, qui dirige et qui oriente notre pays, pour qu'on nous aide. Parce que plus loin, c'est le parquet aussi qui lance un appel à l'endroit de toute la population
de l'armée, de la police, des civils qui savent ou qui peuvent, disons, permettre au parquet de savoir effectivement où se trouveraient ces différentes personnalités-là qui sont aujourd'hui enlevées. Donc, je crois que de ce point de vue-là, ça pose énormément de problèmes parce que tout simplement, ça sous-entend que nous n'en pouvons plus. Oui. Alors, on met le problème à la portée de tout le monde. Donc, pour la recherche d'une solution. Donc, si c'est comme cela, je crois que nous sommes dans une situation où ça devient encore une fois plus inquiétant. Plus compliqué parce que tout simplement on s'attendait à mieux qu'on nous dise évidemment voilà les faits, voilà ce dont on reproche aux gens là. Alors si on vient nous dire effectivement on ne sait pas d'où sont-ils, et d'ailleurs même ce n'est parce que ça c'est ce que ça veut dire, c'est pas les forces de défense et de sécurité, aucun organe d'enquête, parce qu'on sait, si c'est pas la DPJ, c'est la Direction Centrale de la Police Judiciaire, c'est les différentes compagnies de la gendarmerie, c'est la police, etc., etc. Alors, si on nous dit que tous ces services-là ne sont pas impliqués dans le cadre de cette interpellation, ça sous-entend que cette situation va au-delà de l'entendement du parquet, et donc, ça veut dire que c'est quelque chose quand même on peut même dire que c'est quelque chose qui peut être considéré comme étant top secret. Parce que tout simplement... Ah bon, il y a à ce niveau? Non mais oui, c'est cela. Quand le procureur dit qu'il n'est pas au courant de cela, ça veut dire que ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer dans notre pays ici, et ça devient assez difficile. Et c'est en cela que nous disons, il faut que qu'on essaie de nous éviter tout ce qui s'annonce là, et qu'on essaie de nous dire évidemment ce dont on reproche au Fonikè Menguè. Certainement à cause de ça, quand on nous annonce ce dont on les reproche, écoutez, si c'est valable, on le dénoncera. Oui. Mais d'ici là, on ne sait pas pourquoi on les a arrêtés, on ne sait pas qui les a arrêtés, on ne sait pas d'où sont-ils. Ça... on ne peut pas apprendre nos forces de l'ordre, de la gendarmerie, de la police, comment faire des enquêtes. Mais il y a des sources d'informations à travers des médias internationaux, à travers des organisations humanitaires internationales. Je fais allusion ici à Radio France Internationale, je fais allusion ici au journal Le Monde, je fais allusion ici à Human Rights Watch, qui ont écrit sur leur page, si vous allez, qu'on parle de l'île de Kassa. On parle de la direction centrale de la police judiciaire par rapport au lieu de détention de Omar Fonikè Menguè et de Bilo. Pourquoi ne pas exploiter des pistes que des sources peuvent nous donner? Même si on ne peut ne pas avoir confiance à ces sources, pourquoi ne pas vérifier le site dont on parle de l'île de Kassa, en tout cas selon Human Rights Watch, en parlant de RFI, en parlant de journal Le Monde. Pourquoi ne pas chercher à comprendre? Parce que, à ma connaissance, si je fais allusion à ce procureur qui dit sur le territoire national, Kassa fait partie du territoire national, beaucoup plus proche encore de Conakry. Pourquoi ne pas vérifier à ce niveau aussi? Certainement, peut-être que c'est un dossier personnel à quelqu'un. Alors si c'est comme cela, je crois que personne... il ne faut pas qu'on mélange les choses. Non, on ne mélange pas. On parle de la nation, on parle de l'État, on parle de la nation. On parle de dossiers personnels dans ces cas précis. Et à l'évidence, c'est ce que le communiqué vient de nous dire. Parce que de toute façon, ces personnes-là ont été enlevées. Ça, c'est une évidence. Oui. Où sont-ils? Pourquoi on les a enlevés? On ne le sait pas. Et c'est le parquet qui dit qu'on ne sait pas d'où sont-ils. Et à leur connaissance, ils ne savent pas qui les a interpellés. En tout cas, en ce qui concerne, disons, ces différents services-là, oui. La police, la gendarmerie, aucun de ces services-là n'a procédé à l'interpellation de ces différentes personnes-là. Donc, j'ai dit, encore une fois, et vous le savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, dans notre pays ici, depuis sous Alpha, ça se passait comme ça, on pouvait arrêter des gens ici, sans pour autant qu'on essaie de connaître effectivement oui. D'où sont-ils et pourquoi on les a arrêtés. Puis je crois que c'est important, à un certain niveau, qu'on sorte de cela. C'est une cacophonie, une confusion, et je l'ai dit, entretenue par l'État. Il faut qu'on sorte de cela. Et le procureur aujourd'hui, je crois que c'est une démission. Tout ce qui lui reste aujourd'hui, c'est de rendre sa démission. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à sa démission ou à sa, je ne sais pas, destitution, ou on ne parlera pas de limogeage ou démission. De démission, je ne sais pas, parce qu'on a l'impression qu'il se désolidarise un peu de tout ce qu'on a entendu comme réplique de la part du porte-parole du gouvernement à la sortie de Jean-Luc Mélenchon. Donc, est-ce qu'on pourrait parler que ce dernier, Doumbouya, en tout cas Falilou Doumbouya, il faut préciser, s'est désolidarisé du gouvernement? Écoutez, je crois que c'est des choses qui me semblent être diamétralement opposées, parce que je crois que ce que je cherche,
Ousmane Gawal, c'est un ministre donc de l'exécutif, donc qui est avant tout politique. Donc il a son discours politique à lui. Mais on parle du même sujet. On parle du même sujet, mais certainement pas les mêmes expressions, ils n'ont pas la même vision de la chose, ou la même perception de la situation, ce qui fait que, et c'est important à un certain niveau que les gens chassent, parce que vous le savez, de par le passé, on mettait tout sur le dos d'un certain Fabou, à un certain niveau, Fabou, ou d'un certain c'est Gang, ou c'est le procureur qui était au niveau de Dixing, donc qui était accusé à tout bout de champ d'avoir fabriqué. Suleiman, qui avait fabriqué ou qui fabriquait à tout bout de champ de preuves, des chefs d'accusation fallacieux pour pouvoir, accuser ici et là des personnes qui par ailleurs qu'on considère comme étant des innocentes. Donc, j'ai su de ce qu'il pense aujourd'hui. Par endroit, il dégage sa responsabilité en ce qui concerne de cet enlèvement. Mais par ailleurs, il dit effectivement, il confirme effectivement la déliquescence un peu de l'appareil judiciaire, parce que ça ne devrait pas se passer comme ça dans un État. Le procureur quand même devrait être informé de tout et avoir tous les éléments, parce qu'aujourd'hui, il a presque tout à son niveau, la gendarmerie, la police, et certains services aussi déconcentrés un peu partout. Mais s'il nous dit que... Et puis, c'est avec insistance. Dans aucun de ces services-là, aucun organe d'enquête ne les a interpellés. C'est fort, hein? Et dans aucun établissement pénitentiaire de ce pays-là. Pourrait-on parler un peu plus loin d'aveu de faiblesse? Ou d'aveu d'échec, tout simplement de démission, parce que tout simplement, aujourd'hui, encore une fois, tous les regards étaient figés sur le PG, donc autrement dit le procureur général, qui devrait quand même pouvoir nous situer sur ces événements-là. Mais malheureusement, par endroits, il dégage toute responsabilité en ce qui lui concerne et son parquet. Et bien finalement, on s'en rend compte effectivement, et d'ailleurs même on se pose la question, pourquoi existe-t-il? Parce que tout simplement, s'il y a procureur séance-là, qu'il devrait effectivement avoir le courage de nous dire évidemment, voilà ce qui s'est passé. Et s'il n'a pas les éléments, a-t-il cherché? C'est la question qu'il faut se poser. S'il a cherché, il n'a pas trouvé, je crois qu'il devrait lui-même en tirer toutes les conséquences et au finish déposer sa démission. Je pense que avec tout ce qu'on connaît comme côté judiciaire, le rôle d'un procureur dans une poursuite, dans des enquêtes, avec tout ce qu'il a comme éléments, comme moyens techniques, logistiques, moyens humains. Si on écoute aujourd'hui notre procureur Doumbouya, on se demande que le pays, notre cher pays, la Guinée, va mal sur le plan judiciaire. Le pays ne va pas mal. Ah, d'accord. Sur le plan judiciaire, c'est que ça démontre. Ça veut juste dire qu'il va très mal. Il va très mal et il va mal, c'est que je crois qu'il y a une différence assez fleuve. Et il ne faut pas se voiler la face par rapport à cette sortie que je qualifie de malheureuse du procureur. Le mieux, je crois que c'était le silence. Parce que ce qui me choque un peu, c'est quand le procureur dit être préoccupé. C'est-à-dire que le parquet est préoccupé de cette situation, alors que cela fait combien de jours aujourd'hui depuis que ces personnalités, ces leaders du FNDC ont été enlevés. Pourquoi on n'a pas assisté à une sortie médiatique du procureur du parquet le lendemain, le surlendemain, 3 jours après ou 4 jours après? Pourquoi il a fallu attendre? Mais est-ce qu'on peut dire qu'il menait des enquêtes pendant ce temps, avant de parler, qu'il s'assure que tout va bien? Quelle enquête? Il suffit juste une journée ou deux pour se rendre compte quand même, au niveau de toutes ces unités d'enquête-là, qu'aucune de ces unités d'enquête n'est quand même parvenue ou n'a procédé à moins de 30 minutes, il peut le faire. N'a procédé à l'interpellation de ces personnes citées. C'est aussi facile. Surtout que ce n'est pas attendre une semaine, campagne, attendre plus d'une semaine, ça veut dire juste que je ne sais pas quel superlatif utiliser vraiment pour qualifier cela, mais c'est toute autre chose, c'est-à-dire en termes de mauvaise publicité que cela encore renvoie par rapport à l'image de notre pays. Sérieusement, nous sommes aujourd'hui quand même au XXIe siècle. C'est difficile aujourd'hui avec la technologie, tout pour nous dire quand même non, on ne sait pas et puis voilà, on va ouvrir des enquêtes sûrement peut-être qui ne seront pas
fermé, parce qu'on nous a habitués à cela dans ce pays-là. Oui. À chaque fois qu'il y a un cas qui est posé, on nous sort toujours l'expression d'ouverture d'enquête ou d'ouverture d'information judiciaire, mais par après, ça ne donne aucun résultat. On ne sait pas si c'est un manque de suivi ou si c'est un manque de sérieux qui caractérise le travail ou la démarche. Ce qui reste aujourd'hui clair, c'est qu'il ne va pas démissionner. Parce que vous n'êtes pas dans sa tête quand même. Pourquoi il va le faire? Vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Pourquoi il va le faire? Et pourquoi il ne va pas le faire? Pourquoi il va le faire? Il va vous poser la question. Pourquoi il va le faire? Parce que lui, si vous lisez très bien son communiqué, il ne ressemble pas à quelqu'un qui va démissionner demain. Il faut être honnête. Ça ne ressemble pas. Mais encore plus loin, parce qu'on parle de ces deux, eux-mêmes ils parlent des 4 qui sont arrêtés. Et moi je irai encore plus loin quand j'essaie de voir dans ce document, on me dit que créer en même temps que il dit quoi? Ces informations qui affectent la sérénité nationale créent en même temps une psychose, un sentiment d'insécurité au sein de la population. Et c'est une évidence. Et ça, là je pense que on devrait avoir la chair de poule en écoutant ou en lisant ce que nous avons maintenant là sous nos yeux à travers ce communiqué de presse du parquet général, parce que ce n'est plus maintenant Fonike Mengue, Bilo, Célestin et autres qui sont là, mais c'est toi, c'est moi, c'est Bangali, c'est Fodier, le charbonnier, tout le monde qui devrait être. C'est pourquoi il faut le féliciter, parce que c'est courageux de sa part quand même. Parce qu'il décrit, disons, exactement ce que la population ressent aujourd'hui par rapport à cette... Qui cause un sentiment d'insécurité au sein de la population et porte gravement atteinte à l'image de notre pays, tant sur le plan national et qu'international. L'image de la Guinée aussi est écorchée. Absolument, mais c'est cela. Si la crise s'internationalise et que des acteurs ici et là se prononcent là-dessus, et ce qui se prononce parle, disons, d'un enlèvement, ce qui sous-entend, parce que là, c'est le monde là, nous sommes dans un village planétaire, les termes, les mots ont leur sens. Quand on parle d'un enlèvement, une arrestation, ok, on sait certainement ce qui veut dire que on sait c'est pourquoi ils sont arrêtés. J'en ris, mais ça ne devrait pas nous faire rire. Je me dis, tout ce temps pris, c'était de voir ce mot, est-ce que ces termes-là, ces qualificatifs, peuvent avoir leur sens dans ce communiqué de presse. Je me dis qu'ils ont été écrits, enlevés, supprimés, mais je ne sais pas, avant de vraiment d'assumer et maintenir. Cela veut dire que c'est une réalité pour eux, ce qu'ils disent là, à travers psychose et sentiment d'insécurité au sein de la population, c'est vraiment... C'est une évidence, il n'y avait pas d'autres expressions à placer là-bas. C'est cela aujourd'hui, c'est ce qui caractérise aujourd'hui le sentiment collectif des citoyens dans notre pays ici. Parce que nous sommes dans une situation où personne n'est presque à l'abri. Et je crois que c'est en cela, finalement, puisqu'il a dit ici, ça affecte l'image de notre pays. Oui, et c'est le cas aujourd'hui. Oui. La sérénité, c'est le cas aujourd'hui. Je crois que c'est important qu'on essaie de corriger cela. Ce qu'on dit il y a longtemps, depuis plus d'une semaine, on essaie de le dire, qu'on essaie de corriger tout cela. Parce que si ça continue comme ça, on ne sait pas demain, c'est le tour de qui demain, qui sera le prochain dans tout cela. Oui. Et si le parquet nous dit qu'il n'est au courant de rien, ça sous-entend tout simplement que c'est... L'épée de Damoclès à la limite, c'est le comble. C'est le comble et ça, c'est assez grave. Il faut aller un peu plus loin dans le dernier pan. Le dernier pan du communiqué, du parquet, où on dit le parquet général invite tout individu, toute autorité constituée, tout fonctionnaire civil ou militaire de fournir tout renseignement dont il dispose susceptible de faire évoluer la procédure aux différents parquets ou au service de police judiciaire. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que c'est comme si le parquet lui-même, c'est-à-dire qui a le pouvoir de faire cela, c'est comme si le parquet, c'est-à-dire se voyait un peu faible. On peut parler d'aveu de faiblesse. Bien sûr. C'est comme si le parquet lui-même avouait aujourd'hui n'avoir pas tous les moyens nécessaires de procéder quand même à des enquêtes honnêtes et normales. L'engrenage a pris des grains de sable. Des enquêtes honnêtes et normales, approfondies, pour quand même trouver à la va-vite ces personnes kidnappées, enlevées. Ces personnes qui aujourd'hui on ne sait plus où sont-elles. Ça veut dire que l'inquiétude est grandissante, ça continue comme ça. Et le parquet ne venait que renforcer cette position, ces spéculations, ces doutes aujourd'hui, et quand même de la population, des citoyens qui se posent
beaucoup de questions qui s'interrogent par rapport aujourd'hui à l'insécurité quand même qui bat son plein dans notre pays. Parce que ces derniers temps-là, on a assisté à pas mal de cas pas similaires, mais d'enlèvement, tout autre là. Je crois que le moment est là pour le parquet, s'il est vraiment sérieux avec ce communiqué par rapport à cette ouverture d'information judiciaire ou cette ouverture d'enquête instruite quand même au niveau des parquets d'instance, parce que ces parquets-là aujourd'hui sont instruits par rapport à l'ouverture d'enquête. Si le parquet général veut vraiment être sérieux, veut vraiment aujourd'hui rectifier le tir, je crois, c'est-à-dire de multiplier les recherches afin de savoir aujourd'hui où sont Fonike Mengue et c'est-à-dire autres. D'accord. Oui, avant de peut-être pourra enchaîner par rapport à ce que tu veux nous dire là. Quand nous avons sous nos yeux ici le procureur dans ce communiqué de presse, le procureur général Fallou Doumbouya, dans un des paragraphes de ce communiqué, nous dit dans le même élan, il essaye de nous rassurer quand même. Les services de police judiciaire sont à pied d'œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les présumés auteurs de ces faits. Donc, il y a de l'espoir ou bien c'est juste balancer quelque chose? Non, c'est ce qu'il fallait dire en fait. Il fallait le dire juste pour le dire parce que si le procureur général à date n'a aucune information concernant ces enlèvements, puisque ce qu'il fait allusion ici, et ça corrobore un peu tout ce qui se disait autour de ces enlèvements-là. Oui. Ça sous-entend évidemment qu'aujourd'hui, c'est comme si on voulait désigner effectivement des inconnus qui auraient opéré un tel enlèvement. C'est-à-dire que c'est pas l'État, mais ça peut être des personnes inconnues qui pourront peut-être dire que des ravisseurs qui ont pu enlever les Fonike Mengue. Non mais c'est ça. Et l'autre question qu'il faille se poser. C'est pourquoi pourquoi je parle d'un communiqué laconique, parce que tout simplement ça fait rire quand même quand vous lisez. Et quelquefois c'est la vie des gens quand même. Vous avez le sentiment que c'est évidemment il décrit les choses telles qu'elles sont, mais par endroits il essaie de complètement contourner. Et il nous présente des choses quand même qui nous donnent des maux de tête, parce que tout simplement aujourd'hui, on l'appelle à la démission. C'est pas pour désavouer une quelconque autorité, mais c'est parce que tout simplement ce qui se passe là ne devrait pas, l'échapper en tant que procureur général dans un état normal. Oui. Il devrait être au courant de tout et avoir toutes les informations, parce que vous savez, dans les autres états, quand ces événements pareils là se produisent, c'est le parquet qui communique à tout bout de champ. Ah, oui. À chaque instant qu'ils ont des éléments d'information, le parquet communique. Donc ça passe à tout bout de champ. Donc quand le parquet nous dit qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe ici, et que le parquet appelle la population, les fonctionnaires militaires et civils à lui fournir des informations ou des renseignements s'il est tenté qu'ils en ont en ce qui concerne l'enlèvement de Bilo, de Fonike et autres, ça sous-entend tout simplement aujourd'hui nous sommes dans une situation où personne n'est à l'abri, et mieux, ce qui est bon pour le procureur aujourd'hui, c'est de dire tout simplement qu'il n'en peut plus, parce que tout simplement, ce dont il est assigné, il n'est plus à mesure de le faire convenablement. Et c'est sur ce, est-ce qu'on a essayé effectivement de le bypasser pour essayer d'opérer un tel enlèvement, sans pour autant qu'il ne soit au courant? Ça peut être aussi un élément. Est-ce que c'est par un aveu de faiblesse qu'il n'a pas pu, ou peut-être tout simplement par un manque de volonté, qu'il n'a pas pu donner toutes les informations? L'un dans l'autre, aujourd'hui, ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour l'appareil judiciaire, c'est de démissionner tout simplement, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais parce que tout simplement, c'est pas ce qu'on attend de lui. Et quand on ne joue pas sa mission, soit on est peut-être quelque part, on est empêché de le faire convenablement, ou parce qu'on ne peut plus, on est incapable. L'un dans l'autre, on doit tirer toutes les conclusions, tirer toutes les conséquences, et ça voudrait dire tout simplement démissionner. C'est encore plus responsable. On va aller plus loin. Le pessimisme est en train de nous traverser la tête. Vu la situation, notre procureur, c'est lui qui doit assurer notre sécurité, nous défendre. Quand il parle comme ça,
c'est que là, il ouvre la porte à, je ne dirais pas des spéculations, mais à des analyses, à des réflexions. Sous d'autres pieds, sous d'autres cieux, voire même sous d'autres régimes de transition en Guinée, on avait entendu parler des militaires ou des soldats ou des cas isolés qui n'étaient pas du tout impliqués aux activités officielles, qui faisaient de n'importe quoi dans la cité. On en a vu dans d'autres pays de la sous-région. Est-ce que peut-on parler de tels cas aussi en Guinée, des gens qui essaient d'intervenir, faire des interventions alors qu'ils n'ont pas l'autorisation des autorités officielles du pays? Ben écoutez, à date, moi je ne pense pas que cela puisse échapper l'appareil étatique dans son ensemble. Il y a certains qui savent de quoi c'est ce qui se passe ici. On est en République de Guinée ici. Et vous savez de quoi je parle quand même, le sujet que je soulève là. D'autres pays, en Côte d'Ivoire, on parlait d'escadrons de la mort dans les temps. Est-ce que pourquoi nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé un jour, 2 jours, une semaine, et on ne sait pas quand est-ce on pourrait mettre main sur ces personnes enlevées? En 2018, on avait aussi les chevaliers de la République ici en Guinée. Ah oui. Pour votre information. Donc ça, c'est peu... Voilà, ça sous-entend que voilà, c'est pas quelque chose qui est voilà donc qui peut être étranger à notre pays. Absolument, donc ça existait. Maintenant, est-ce que ça a juste changé de nom? Je n'en sais absolument rien. Mais ce qui est évident, c'est que les phoniqués, on sait évidemment que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Le César d'arrestation, on avait la toute dernière arrestation, on l'avait vu ici avec toute la violence qu'on avait pu constater, traîner à terre comme un malpropre. On a vu tout cela. C'est des choses qu'on avait condamnées. On avait pensé effectivement qu'on n'allait plus revenir à cela. Et si ça continue comme ça, et cette fois-ci certainement, on ne veut plus parler de ça. C'est pourquoi la justice est en train de se dédouaner. C'est une façon de se dédouaner pour dire qu'on n'en sait rien, alors qu'en réalité, ils essaient d'en créer encore une fois une sorte de psychose généralisée. Non, ce n'est pas une sorte de psychose, parce que lui-même il a dit, il a souligné. Un sentiment d'insécurité, un manque de sérénité dans notre pays, et ça continue comme ça. Et je crois que aussi longtemps qu'ils resteront comme ça, gardés, sans pour autant que le motif soit disons, mis sur la place publique, ça va susciter le débat, et chacun est libre d'avancer ce qu'il pense, parce que tout simplement, l'État qui devrait nous informer n'a rien dit, et par endroit, c'est l'OPG qui nous dit qu'il n'est au courant de rien. C'est malheureux. 629 95 67 67. Vous pouvez nous écrire, vous aussi, pour intervenir, nous faire savoir. Peut-être vous avez des informations que nous ne savons pas, mais vous pouvez nous écrire aussi sur le 629 95 67 deux fois. 95 67 deux fois. 629. Oui, le dernier élément avant qu'on ne change de sujet. Et la première interrogation aujourd'hui par rapport à ce que le procureur vient de dire ou est allé dans son communiqué, c'est que Fonike Mengue ici, qu'est-ce qu'ils ont pu faire à qui pour quand même qu'il soit enlevé? Il faut se poser cette question. Si ce n'est pas le gouvernement, qui peut le faire? Quel individu ou quel citoyen, autre personne qui se semble menacé par les actes de Fonike Mengue, des intérêts, c'est-à-dire aujourd'hui à arrêter Fonike Mengue, Biloba et autres? Parce que nous le savons quand même pertinemment, ce qui a prévalu à ces arrestations aujourd'hui là, c'est par rapport à la multiplication de ces différentes sorties de Fonike Mengue et ses camarades. Des menaces de manifestation, des menaces de manifestation et autres, c'est tout. Et qui a intérêt aujourd'hui à ce qu'il n'y ait pas manifestation? Je crois que c'est le gouvernement. À un moment donné, je crois qu'il y a autre chose qu'on nous cache, qu'on ne nous dit pas. Et on a besoin de le savoir. Et ce n'est pas le gouvernement seulement, il y a d'autres aussi. Les manifestations ne peuvent pas arranger leurs affaires. Ils pensent que ça pourrait affecter leur intérêt. Même si on n'est pas de gouvernement. Ça... Point d'interrogation. Non, en temps normal, personne ne peut souhaiter une manifestation. C'est quand ça ne va pas que ça manifeste. Et pour éviter tout cela, il faut poser toutes les conditions qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de manifestation. Voilà, manifester, c'est pas bon. 629 95 67 67. On vous retrouve juste quelques secondes après. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaye, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif.
Mohamed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? Mm. C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, il n'y a pas d'électricité. Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est qu'on a Eh bien voilà, essayez de donner un peu le nom du quartier. Deuxième sujet d'actualité dans cette émission, le scanner. On va aller en Guinée forestière, dans les zones minières. Beila, on parle des morts. Véhicules calcinés, boutiques pillées, Moribadou comme une localité fantôme. La localité de Moribadou, relevant de la sous-préfecture de Nyonso-Moridou, dans la préfecture de Beila, a été le théâtre des grandes violences. Les citoyens protestent contre le récent recrutement fait par les sociétés en sous-traitance avec Rio Tinto. Et on parle de cas de mort avec nos chroniqueurs le long en large. Nous allons revenir sur cet élément qu'on a annoncé pendant le sommaire. C'est un autre cas qu'on enregistre. Ce n'est pas la première fois qu'on constate des manifestations, la population en colère, et puis voilà, on caillasse, on brûle les véhicules tranquillement parce que mon cousin, mon oncle, mon voisin de mon village n'a pas été retenu parce qu'on a pris un étranger, on dit étranger, et je mets ça entre griffes, que parce que leurs revendications, il y a eu des gens qui sont venus des autres préfectures de la Guinée comme Boké ou qui ont été retenus dans ces tests et pas les ressortissants ou les natifs de cette localité. Apparemment, la violence, quelle que soit la forme, on ne peut pas apprécier la violence et on ne peut pas accepter qu'on crée des conditions qui peuvent limiter ou empêcher les investisseurs à venir dans notre pays pour exploiter, parce que là, c'est le développement. Le bilan de ces manifestations violentes, il faut le préciser. 3 morts. On parle de 3 morts, oui. Selon nos informations. Il y a eu 3 personnes qui ont été tuées. Et donc par balle. Oui, bien évidemment, c'est selon les informations. Les informations qui n'ont pas été confirmées par les autorités étatiques pour le moment. Vous le savez que ça va être difficile pour les autorités de confirmer. Sachant que le préfet a cherché à se... Il n'a pas été les bienvenus, en tout cas les autorités de la préfecture. Bien évidemment, vous avez vu le bilan matériel des dégâts. C'est énorme, les images en parlent. C'est énorme, oui. Et ce n'est pas une première que cela se passe du côté quand même de la Guinée forestière, une région située quand même au sud de la Guinée. Il faut le rappeler, vous voyez en image ici des véhicules appartenant... Des Land Cruiser, vraiment, qui ne sont pas moins de 400 à 500 millions de nos francs, ça il faut le souligner. Voilà, selon une première source qu'on a contactée hier par, en tout cas quand même notre rédaction, on nous parlait quand même de 2 personnes qui ont été tuées, mais finalement, c'est après, dans l'après-midi, on nous parle quand même d'une 3e personne qui aurait succombé de ses blessures, et avec tous ces disons, ce bilan matériel aujourd'hui, je crois, à un moment donné, je parle quand même parce qu'il faut situer les responsabilités, surtout au niveau de la population. À quoi servent ces manifestations violentes? À quoi servent, c'est-à-dire réellement ces réactions violentes-là, surtout s'il s'agit encore de s'entretuer entre nous? Parce que là, on parle de trois morts, c'est dans le rang des manifestants. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience des actes que nous posons. Il faut savoir réclamer en droit, parce que je ne vois pas, peut-être que ça dépend des cahiers de charges des différentes sociétés qui opèrent sur le sol guinéen, parce que si il n'est pas mentionné quelque part qu'il faut obligatoirement prendre c'est-à-dire les fils de la localité, cette localité, du terroir. Donc c'est difficile de comprendre si vous n'avez pas le tout, c'est-à-dire ces cahiers de charges et tout autre, la convention. Mais le plus souvent, c'est qu'on dit à compétence égale qu'on donne la priorité à la communauté, en tout cas aux citoyens des localités, du village. C'est bien dit, à compétence égale. Maintenant, le problème se trouve à ce niveau. Dans les interventions, on s'est rendu compte que quelqu'un dit que c'est vrai que même si ce ne sont pas des intellectuels, mais c'est des postes de gardiennage, c'est des postes de chauffeurs, et que on se rend compte
avec rien qu'avec l'expression à compétence égale, vous donnez une porte de sortie à l'employeur de prendre qui il veut. Surtout que ce n'est pas des Sénégalais, des Ivoiriens ou je ne sais même pas de quelle nationalité, mais ce sont des Guinéens d'une autre préfecture qui se sont retrouvés là. Et à l'aide de tout ça, est-ce que cela pourrait justifier les dégâts que nous avons là? Ça ne peut pas justifier. Peu importe ce qui arrive, moi je crois que la table existe pour cela. Ouvrir un couloir de négociation ou de dialogue autour des sujets brûlants comme ça, c'est-à-dire les recenser, discuter de ces sujets-là et puis peut-être trouver une solution par rapport à cela ou directement, parce que l'État quand même a un représentant dans cette localité, il y a le préfet, on peut aller au-delà du préfet. Et le gouvernement même a intervenu, on peut voir le gouverneur avec les réclamations, c'est-à-dire écrites, c'est-à-dire sous forme de mémorandum déposé, et puis voilà. Je crois qu'une solution pourrait être trouvée, c'est-à-dire chose qui pouvait peut-être nous épargner de ce bilan que moi je qualifie de regrettable, de macabre, parce qu'aujourd'hui on parle de 3 âmes qui ont été enlevées. Je crois qu'il faut tirer des leçons de cette manifestation violente, parce que ce n'est pas une première fois qu'on assiste à des manifestations violentes. Il y a des localités, non seulement du côté de la Haute-Guinée ici, du côté de la forêt, quand on parle de manifestations, la violence souvent caractérise les actions. Mais bon, ce n'est pas propre seulement à la Guinée forestière. On a enregistré du côté de Bokeh, de Kolabougni, le plus souvent quand il y a des manifestations, ce ne sont pas des manifestations qui vont dans le sens de caresser, dans le sens des poils. Il faut juste vous connecter aujourd'hui peut-être pour revoir un peu les archives concernant les manifestations en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Je sais de quoi je vous parle. Elles sont beaucoup plus violentes. D'accord, mais bon, ça c'est une autre réalité, mais ce qui reste clair, rien ne peut justifier de tels actes posés contre des partenaires, contre des gens qui veulent développer en tout cas quelque chose, qui ont investi, qui ont mis de l'argent, et enfin de permettre aussi aux Guinéens, aux jeunes de sortir de cette précarité. Bien évidemment, et autre chose qu'il faut dénoncer, je crois que c'est l'intervention souvent, parce que jusqu'à date, on ne sait pas, peut-être on dit que ces personnes-là ont été tuées par balle. Mais quel type de balle? On ne peut pas. Est-ce que c'est par arme de guerre ou bien par calibre 12? Pour le moment, on ne peut rien dire. Il y a une chose qui est claire. Je ne crois pas quand même que les manifestants s'entretuent entre eux. De toute façon, quand même, sur ce terrain opposé. C'est vrai, il faut aller prudemment. Sur ce terrain-là. Oui. Mais à un moment, quand même, il faut interpeller nos FDS, nos forces de défense et de sécurité. De défense et de sécurité par rapport à la manière d'intervenir sur le terrain. Je crois aujourd'hui qu'il y a quand même des armes conventionnelles pour maintenir l'ordre. Il faut mettre un peu quand même il faut humaniser cette façon de réprimer. Bien évidemment, la répression des manifestations, nous savons ce que ça donne souvent dans notre pays. À un moment, il faut quand même regretter tout ce qui s'est passé et puis voilà, tirer les leçons et pour ne pas quand même retomber dans la même chose plus tard. On a encore les images de Womé dans la tête, encore ce qui s'est passé, je crois que c'est 2012. On n'a pas oublié ce qui s'est passé du côté de Zérékore également. Oui. Justement, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que en Guinée, généralement, toutes les manifestations sont violentes. Ouais. Mais en forêt, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des affrontements intercommunautaires, quelquefois, qui dégénèrent. Donc, ce qui fait qui n'est pas le cas, quand même. Ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Oui, on parle de l'histoire, là. Oui. Ce qui n'est pas le cas, ça, c'est une revendication à part entière. Ce qui fait que le cas de Womé, le cas de Jogota et autres, là, il y a des implications communautaires, quelquefois, qui peuvent envenimer, disons, la situation. Donc, ceci dit, moi, je pense que de part et d'autre, il y a là un manque de responsabilité. Que ce soit les manifestants, que ce soit ces sociétés minières-là, mais aussi au niveau de l'État. L'État est un arbitre dans tout cela. Normalement, l'État devrait être un arbitre. Écouter les jeunes, écouter les différentes sociétés et trouver un terrain d'entente. Mais comment écouter si vous barricadez la rentrée des villages, vous mettez des troncs d'arbres et vous créez toutes les conditions pour ne pas qu'il y ait de dialogue et que vous créez toutes les conditions pour de remonter ce qui s'est passé avant même de passer à l'acte de Je parle d'avant qu'on en arrive à ce stade-là. Naturellement, il y a eu des revendications, il y a eu des discussions,
je crois qu'on ne peut pas sortir comme ça un bon matin et puis voilà, on manifeste. Ça veut dire qu'il y a eu des réclamations pour lesquelles ils n'ont pas obtenu gain de cause et que finalement, peut-être face à cela, ils ont dû sortir pour manifester les Selon les colères. dernières sources, en tout cas les sources liées à cet événement, à ces actes-là, il n'y a pas eu de cas comme ça, comme vous le soulevez, c'est-à-dire rapportés au niveau de la préfecture, au niveau d'abord de la sous-préfecture, préfecture, au niveau régional, gouvernorat de Zérékoré, cela n'a pas été le cas. Instinctivement, les résultats sont sortis de ces tests qu'ils ont qualifiés, ils n'ont même pas qualifié pour eux de tests, pour eux c'était des choix, et qui a mis à l'écart complètement les autochtones. Et c'est ce qu'ils ont déploré pour eux. Ça, c'est leur version à eux. Mais je suis de ceux qui pensent que voilà ce qui devrait se passer enfin normalement. Ce que je suis en train de dire, c'est parce que c'est une partie. Voilà, donc de toute façon, ils défendent leurs intérêts à eux. Les sociétés aussi, c'est une évidence aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À Boké, à Bofa, de par le passé, on avait assisté à des manifestations comme ça parce que tout simplement, les fils de ces différentes localités ne bénéficiaient pas, disons, d'un emploi, alors qu'en réalité, au regard du code minier guinéen, c'est quelque chose quand même qui est mentionné dedans. Donc, il faut le respecter à la lettre. C'est pas de l'aumône qu'on donne à ces différents jeunes, à ces jeunes-là, mais c'est une obligation de la part de ces différentes sociétés-là de respecter ce qui est écrit. Ce sont nos lois. C'est un code minier qui est écrit en bonne et due forme pour lequel ils sont amenés à respecter. Ont-ils respecté ces codes miniers-là? Si tel n'est pas le cas, par endroit, je crois que les différentes sociétés-là devraient être interpellées par l'État. Mais voyez-vous, naturellement, chez nous ici, l'État défend toujours ces différentes sociétés-là. Parce que c'est des partenaires à l'État. On n'essaie pas d'être, prendre cette équidistance, écouter tout le monde, interpeller tout le monde et finalement essayer de trouver des solutions. C'est en cela qu'on attend l'État. Les différents préfets qui sont dans ces différentes préfectures, les différents gouverneurs-là, qui sont les représentants directs du chef de l'État, devraient quand même avoir ce leadership-là, essayer de prévenir tout cela. Mais s'ils ne jouent pas les rôles, et ce qui a fait quand même, ce qui a envenimé la situation du côté de Beila, de Maurice Soudou, c'est parce que tout simplement, le préfet, en tout cas, il s'est empressé de réquisitionner l'armée. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Et c'est ce qui a effectivement créé toute cette situation-là, cette violence inouïe. C'est dans une localité, c'est pas dans une ville comme Conakry où on peut être, pour circonscrire, disons, cet événement-là ou cette manifestation-là, ça devrait poser de problème aux forces de défense et de sécurité. Ils se connaissent très bien, chacun connaît où se trouve l'autre. C'est une petite localité, mais on devrait quand même avoir... Le plus souvent, c'est vrai que c'est des petites localités, le cas de en tout cas, ce qui se passe du côté de Beila, c'est une évidence, mais il faut se rendre compte également que le personnel, je ne sais pas au niveau de la défense ou de la sécurité, mais ce qui reste clair, selon ce que moi j'ai toujours constaté dans ces localités reculées du pays, vous vous rendrez compte que l'effectif de la police ou de la gendarmerie est très faible, insignifiant. Oui. Donc, ils ont des camps qui ne sont pas si loin que cela. Donc, la moindre des choses, dès qu'ils se sentent un peu débordés, la première chose, c'est de lancer vraiment l'alerte au niveau des camps militaires et ceci descendre avec tout ce que nous connaissons après. Parce que je suis de ceux qui pensent que c'est vrai que ces jeunes réclament leurs droits, et c'est de leurs droits, mais ça ne devrait pas quand même être aussi violent. Non, pas du tout. Violent que ce que nous assistons. La violence ici, est vraiment extrême, ce que nous voyons, ces images parlent. On ne peut pas à tout bout de champ continuer à taper sur l'État. Ce qu'il faut dire, c'est que s'il n'y avait pas eu de morts d'hommes, parce que face à cela, rien ne peut justifier ces cas de morts-là, on devrait quand même essayer d'interpeller les auteurs de ce qui s'est passé du côté de Beila et comme tel répondre à leurs actes. Je crois que l'État devrait quand même jouer ce rôle-là. Mais puisqu'il y a eu des morts d'hommes, par endroit, il faut d'abord chercher à identifier ces auteurs-là, éventuellement essayer de continuer la procédure pour pouvoir interpeller même les organisateurs de ces manifestations-là. Parce que c'est une manifestation violente, vous avez vu, c'est exactement comme ça aujourd'hui. C'est une localité fantôme. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez absolument... Mais ils sont tout brûlés. D'abord brûlés, oui, mais la population, la ville, le village s'est vidé de son contenu. Les gens sont rentrés dans les brousses, pas des femmes enceintes, des enfants. Et dans la ville, que vous ne voyez que des militaires, des forces de l'ordre et de défense et de sécurité qui sont dans la ville, et dans ces villages, dans ces districts. Et le reste, ils sont partis. Les étrangers, en tout cas les origines, ceux qui viennent des autres préfectures, sont terrés dans les maisons.
les autochtones, ceux qui connaissent très bien en tout cas, les sentiers du village, ils sont vidés complètement, ils sont partis. Donc c'est devenu compliqué, alors qu'on devrait y réfléchir, voir les conséquences de ce qui pourrait justifier vraiment ce qu'ils ont fait. C'est ce que je dis. Maintenant, si préalablement cela n'a pas été fait, parce que déjà les événements se sont produits, maintenant il faut essayer de voir comment est-ce qu'il faut calmer les choses. Il y a eu de cas de mort. Beaucoup de véhicules ont été calcinés, ont été complètement... Je crois que là, même les jeunes là, consciencieusement, ils devraient s'en rendre compte, effectivement, ils ne devraient pas arriver à ce stade-là. Parce que quand on détruit tout, à par endroit, on réclame de l'emploi, parce que c'est la main d'œuvre là, hein. C'est pas des postes de responsabilité à l'interne qu'on exige, c'est juste pour avoir ce qu'on appelle un emploi plus ou moins décent pour pouvoir bénéficier. C'est vrai, mais à ce niveau, il faut comprendre, c'est vrai que ce sont des postes, on ne cherche pas des ingénieurs, on ne cherche pas des ouvriers hautement qualifiés, on parle des postes de gardiennage, des postes de chauffeurs. Mais si d'autres Guinéens, d'autres personnes viennent de Kissidougou, je ne sais pas, de Kankan, de Zérékoré, de Boké, de Labé, qui veulent aussi, parce qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays, qui veulent aussi avoir le poste de gardiennage. Cela ne doit pas vous étonner qu'on peut parcourir des centaines de kilomètres pour venir chercher un poste de gardiennage, de surveillance, de chauffeur. Il se retrouve que ce sont des personnes, ceux qui sont venus, sont plus robustes, sont plus bien portants que ceux qui sont dans la localité. On a fait cette ouverture à l'employeur de prendre à compétence égale, de prendre celui qui est, en tout cas celui qui est mieux, compétence égale, communauté locale. Mais si ça trouve que ce n'est pas compétence égale, celui qui est venu à le niveau beaucoup plus élevé que celui qui est au niveau local, je crois quand même c'est difficile à comprendre. Ça dépend aussi de ce qu'on qualifie d'étranger aussi. Ça dépend aussi parce que je ne crois pas que, même si ça peut être possible, mais je ne pense pas qu'on puisse prioriser les jeunes de Kankan ou de Labé ou de Kidia, alors que, on parle de Beila là. Donc c'est très éloigné, alors qu'il y a des jeunes là à l'interne. Je crois que c'est important qu'on essaie de trouver tout cela. Et au niveau du préfet, au niveau du gouverneur de la région, soit qu'ils ont failli à leurs responsabilités, sinon ils auraient dû quand même prévenir tout ce qui s'est passé là et finalement essayer d'interpeller tous les deux camps. Quand on prend parti, ça devient assez difficile de pouvoir essayer de rabibocher les différentes positions déjà opposées. Et c'est en cela que nous sommes aujourd'hui. Et aux jeunes qui sont à la base de ce que nous avons constaté ici là, je crois qu'ils doivent répondre. C'est pas comme cela qu'on peut réclamer son droit. Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à la base de la destruction, disons, ou de l'effondrement de biens privés de cette localité même. Parce que comment peut-on reconstruire une telle localité comme ça? Déjà, vous avez vu comment tout cela se passe. De véhicules 4x4, une frigonnette, des véhicules de bus. Vous n'avez pas vu les véhicules de VA qui sont complètement caillassés? Oui, du préfet. Du préfet. Oui, le véhicule du préfet. Ça se passe pas comme ça. Voilà, c'est le véhicule du préfet, un VA, Land Cruiser. Ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas continuer à tout bout de champ, disons, vouloir répondre tout par la violence. Non. C'est pas évident. Non. Moi, je suis des qui pensent que c'est vrai, c'est leur droit de réclamer. Mais il faut savoir comment réclamer. Comment le réclamer. Oui. Parce que je suis des qui pensent que jusqu'à date, s'il est tenté que ils n'ont pas pu, parce que c'est un constat qu'ils ont dû faire, ils n'ont pas pu alerter à qui des droits, notamment le préfet ou le sous-préfet de la localité, pour dire attention, il y a là un problème qui se passe ici. On nous a mis à l'écart au profit d'un certain nombre de jeunes, qu'ils essayent d'apporter les preuves, et que le préfet ou le préfet ou le sous-préfet n'a pas pu jouer en temps réel son rôle. En cela, je pense qu'on peut imputer en partie la responsabilité de ces différents, disons, représentants de l'État du côté de la sous-préfecture, de la préfecture. Maintenant, si tel n'est pas le cas, je suis de ce qui pense tout simplement, c'est des fauteurs à l'ordre public et ils doivent répondre comme tels. D'accord. Voilà. Là, j'ai l'impression que quand il y a un travail préalable qui n'a pas été fait au niveau de ces zones, en tout cas le cas précis de Beila, des sociétés minières. Nous savons très bien, soit à travers des associations, des jeunes, des femmes ou des leaders, voire même des ressortissants de chaque localité, il y a cette possibilité de répertorier la main-d'œuvre à travers savoir qu'est-ce que tu as fait, tu cherches d'emploi, avoir une banque de données, de répertorier s'il y a des chauffeurs. Voilà la liste des gens qui pourraient se présenter comme candidats à ces postes. Quand c'est des gardiens, voilà, si tu as 100 personnes, 400 personnes, 500 personnes qui attendent, il suffit seulement de lancer, qu'ils l'expriment et qu'on arrive à répertorier. Je pense que si ce travail n'est pas fait,
cela pourrait toujours nous mettre devant des faits accomplis comme ce qu'on a enregistré du côté de Beila depuis le mardi dernier. Bien entendu. Si ce travail n'a pas été fait en amont, c'est difficile quand même de savoir qui il faut prendre, quelles compétences la personne peut avoir, parce que la population, il faut le dire, s'est juste sentie quand même dans une sorte d'injustice. Oui. C'est tout ce qui a quand même occasionné ce sursaut-là, et puis finalement les violences nous ont dit bonjour. Donc je crois que ce travail, il y a eu quand même un manquement, peut-être il y aurait eu un manquement. En tout cas, si cela n'a pas été fait. Mais du côté de la population, je crois qu'une bonne démarche pourrait quand même nous éviter d'assister à un tel scénario, ce qui s'est passé du côté de Beila, dans cette localité-là. Voilà, je crois qu'à tout moment, parce que ce n'est pas que la réalité de Beila, ça se passe un peu partout. On parlait de Bofa à un moment donné, avec les sociétés minières qui sont de ce côté-là, des réclamations. À Dinguiraï tout récemment aussi. À Dinguiraï, des sociétés récemment, mais on n'a pas quand même assisté à une telle violence. C'est vrai que souvent, il y avait des manifestations qui naissaient, mais il y avait au moins un peu de manière dans ces manifestations-là, dans cette façon de faire, des personnes qui quand même revendiquaient un certain nombre de droits. Je crois qu'à un moment, il faut quand même mettre de la manière dans ce que nous posons comme mettons la forme. Oui, bon, peut-être s'il le faut, mais je crois une bonne démarche pourrait peut-être nous épargner de ces dégâts matériels, de ces morts. Vraiment, c'est énorme, ça, il faut le dire. Ce qui s'est passé hier, je crois que c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. On va essayer de passer, avant d'aborder le dernier sujet, sur l'interrogation que nous portons sur la gestion de la transition guinéenne, parce que tous les précédents sujets que nous avons abordés pourraient nous permettre de développer ce dernier élément. Mais également, parlons des institutions sous-régionales, le rôle de la CEDEAO, et on parle moins de l'Union africaine, la crise du côté de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que l'ensemble de tout ça, de ces événements, pousse la communauté internationale, la communauté sous-régionale de fermer les yeux sur le cas de la Guinée? On va revenir, mais d'ici là, essayons de voir des messages que nos téléspectateurs et auditeurs ont essayé de nous envoyer. Bonjour, le scanner, c'est M. Touré depuis Dabondi 2. L'éternel recommencement en Guinée refait surface. Le kidnapping à visage cagoulé et la monnaie courante le soi-disant procureur, pour le moment il est le procureur, on peut se contenter de cela. Il est la personne la plus renseignée de la Guinée après le chef de l'État. Mauvaise foi, pourquoi pas? En tout cas, pourquoi pas? La machine étatique est là pour tous ces responsables pour nous aider à ne pas vivre ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bonjour le PM du studio mythique et mystique de Kavi. Et bonjour chez moi à Diguel. C'est dans Miti d'Alaba, c'est vraiment ahurissant, c'est que nous traversons en Guinée des arrestations, des enlèvements nocturnes. Cela dit que les autorités guinéennes donnent raison au député sénégalais qui a affirmé haut et fort que nous Guinéens ne sommes plus en sécurité. L'État guinéen s'est encagoulé, s'est métamorphosé. Pas d'appel s'il vous plaît, pas d'appel, on va se contenter des SMS s'il vous plaît. L'État guinéen s'est encagoulé, s'est métamorphosé. Cette sortie du parquet étant laconique devrait précéder le courage dont s'est armé le barreau de Guinée sur la dénonciation et la manière ubesque, déshonorant du kidnapping des jeunes engagés du FNDC. Vous conviendrez avec moi que nous avons aujourd'hui un État qui dégage un scénario à la Dadis, c'est-à-dire on se rejette la responsabilité au sommet de l'État et de n'avoir pas connaissance de l'enlèvement ou en déduire là que le pays n'est pas commandé et que chacun peut se permettre de tout faire, ce qui n'est pas le cas. On pense que chacun ne doit pas se permettre de faire ce qu'il veut dans notre pays. Il poursuit en disant que le pays aux Guinéens d'en témoigner qu'après le nini du régime d'Addis dans le procès, et voilà le régime de Doumbouya aussi dans un nini de triple dans la gestion des affaires et la sécurité nationale du peuple qui serait en jeu. Que le Tout-Puissant nous vienne en aide. Bienvenue en Guinée où c'est
Ou seule chose qui est maintenant à la mode. Marsanali Guinée Taoun, Alpha Zidane Diallo, je ne sais pas ce qu'il voulait dire là. D'accord, merci, message bien copié de votre côté. On poursuit avec vos messages, chers téléspectateurs et auditeurs de cette émission. Bonjour mes grands, je demande au président de la transition de libérer Founiké Mengue et Bilo. Monsieur le Président, organisez les élections et partez, je vous en prie, trop, c'est le véridique 100% catalan depuis Petit Simbaya. Pour le moment, en tenant compte de ce que vient de dire le procureur, le Président n'est pas au courant, ou en tout cas, il n'a pas les informations, donc c'est que ce n'est pas lui qui les détient, même si quand on est dans un État et qu'on est le premier responsable, on devrait être au courant de tout, je dis bien au tout, c'est ça aussi le pouvoir. Bonjour Kavi FM, j'espère que le cas de Founiké Mengue, c'est le gouvernement qui est derrière tout ça, ça n'engage que vous, c'est parce que c'est pas des opérateurs économiques c'est pas un opérateur économique qui a été kidnappé, c'est de qui on demande le retour, de ceux qui ont demandé le retour à l'ordre constitutionnel, alors qui va être derrière ça si c'est pas le gouvernement. Ça, c'est vous qui le dites, et ils n'ont pas dit quelque chose comme ça. Bonjour, c'est Tierno Mamadou depuis Kisoso. La sortie du procureur sur les arrestations est déplorable car cela confirme que tout est permis en Guinée et que chaque famille cherche à se protéger car l'État n'existe plus. On va poursuivre toujours. Salut ma radio, c'est Ozil depuis Wandian. Vraiment, l'arrestation de Founiké Mengue et Bilouba, vraiment c'est de l'acharnement. Que Dieu nous en garde bien dans ce pays dont le pays est surveillé par des hommes fantômes. Ça n'a pas c'était signé, je vois. Également, salut ma radio, le cas de Founiké Mengue et compagnie, je demande au gouvernement de M. Doumbouya de les libérer, sinon si quelque chose les arrive, même simple égratignure, ça n'arrange personne et son gouvernement et la terre bénie qui est la Guinée, signé Faya Sia Kolan, Tingiano depuis Koloma. Ça continue, vous êtes nombreux. J'espère qu'on pourrait finir de lire vos messages avant la fin de cette émission. Salam à vous et salam à mes parents de Dalabaditine, Djambouria, dans Kamada, mon village natal. Le procureur veut sortir sa tête, mais pour laver son honneur, il n'a qu'à demander le chef d'état-major de l'armée, le haut commandement de la gendarmerie, de lui montrer où se trouve Founiké Mengue, Bilo Adias, car je vous assure, ces deux personnes connaissent là où se trouvent ces activistes. Mamadou Alpha Djambouria Diallo depuis Koloma. Toujours avec vos messages, chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour ma radio, l'arrestation de Founiké Mengue, l'État fait partie de cette arrestation. Je donne ma tête à couper, je jure par Barry, informaticien à Yimbaya Taneri. Bonjour ma radio, l'armée guinéenne manque de stratégie, ça c'est vous qui le dites, ce n'est pas nous ici dans ce studio, envers sa population. C'est dommage, que Dieu sauve la Guinée, Amine, signé par l'informaticien Barry Yimbaya. Toutes ces grèves est autorisée par l'État, toutes ces grèves sont autorisées par l'État. Bon, disons, toutes ces manifestations. Regarde comment les arrestations arbitraires sont élevées dans ce pays. Continuons toujours, voilà, c'était ces quelques messages qu'on pouvait lire pour vous, chers auditeurs. On poursuit la dernière ligne droite, peut-être en quelques minutes, en 10 minutes, avant de fermer portes et fenêtres de cette émission. Enfin, pour finir, nous nous interrogeons sur la gestion de la transition guinéenne et le rôle des institutions Yaya Diallo sous-régionales, dont la CEDEAO en position de faiblesse depuis le départ des pays de l'AES. On dénonce peu de ce qui se passe dans les autres pays membres qui sont restés au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On savait qu'en général, c'était une question de principe. La transition, le pouvoir militaire à la tête des États, ce n'était pas du tout l'avis ou de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cela ne facilite pas, on ne dira pas que ce n'est plus leur intérêt, mais ils dénoncent moins. Et on se demande, est-ce que cela ne facilite pas, n'encourage pas d'autres aussi de faire la même chose? En tout cas, le cas guinéen nous pousse à avoir beaucoup de réflexion parce que ça ne va pas. Oui, nous sommes dans un contexte géopolitique à mutation au niveau international, au niveau africain, mais aussi sous-régional. Oui. C'est ça aussi la réalité du pays. Vous connaissez cette
ces conflits russo-ukrainiens qui divisent les grandes puissances de ce monde-là. De l'autre côté, nous avons la Chine, nous avons la Russie et ses alliés sous-régionaux. Nous avons les États-Unis, enfin les Occidentaux dans un autre bloc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau africain, parce que c'est une suite logique, c'est une chaîne, ils ont des intérêts en Afrique ici. Les États africains sont des partenaires à ces différentes puissances-là, où chacun cherche à s'installer. Donc, ce qui fait que ça crée ce qu'on appelle quelquefois même des oppositions entre même ces différentes puissances-là. Vous avez vu entre-temps, parce que moi, l'Union africaine, ça ne me dit pas ces choses, c'est devenu presque on n'en parle moins, pour ne pas dire on n'en parle pas du tout, l'Union africaine dans la crise de ces pays. De l'AES, du côté de la Guinée, on dirait que ça n'existe même plus. Incroyable. Nous en avons voulu comme tel, et ce sont les Africains qui en ont bien voulu comme tel, parce que tout simplement, on a trahi, l'objectif ou la vision de père fondateur de l'Afrique. On a complètement mis en avant nos intérêts personnels à nous. Je vais parler de ces chefs d'État qui se sont succédés par après au niveau de cette institution. On a fait l'Union africaine une institution clinquante qui ne vaut absolument rien, j'allais dire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons quand même une CEDEAO à un certain niveau qui inspirait confiance et à travers laquelle beaucoup d'organisations sous-régionales, imitaient à un certain niveau pour pouvoir essayer de faire fonctionner leur organisation. Parce qu'on supposait qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la démocratie s'enracinait du jour au jour et que l'institution sous-régionale avait, tous les instruments pour pouvoir contrôler un certain nombre d'États, donc qui minimisaient les coups d'État. Aujourd'hui, c'est le contraire qui s'est produit. Nous avons 3 coups d'État au niveau de la sous-région. Nous avons une instabilité politique qui ne dit pas son nom. Et plus loin, c'est la CEDEAO qui vide de ses membres, parce que 3 sur 15, je crois. Sur 15. C'est quand même. C'est important, on n'est pas négligé. C'est quelque chose à ne pas négliger. Dans le cadre d'une organisation, l'addiction est toujours préférable qu'à la soustraction. Alors qu'aujourd'hui, la CEDEAO, elle est dans une dynamique où il faut effectivement essayer de se remettre en cause et voir qu'est-ce qui ne va pas. Et nous savons tous, le diagnostic est là, parce que les chefs d'État, y compris même certains qui sont là aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, n'ont pas voulu que la CEDEAO soit une institution indépendante qui veille sur le respect des droits de l'homme, qui veille sur le respect des différents États qui composent la CEDEAO, mais tout simplement, ils en ont voulu que la CEDEAO soit un collège de chefs d'État, et c'est une continuité. Et c'est quand même assez... Est-ce que cela donne de la force maintenant à la transition guinéenne de ne pas s'inquiéter, de ne pas les mollo-mollo, de ne pas respecter le délai qu'on s'est fixé, en tout cas les 2 ans qu'on a donné à la communauté économique des États de l'Afrique de la CEDEAO, c'est-à-dire 2 ans juste après, et organiser les élections équitées. Donc comme il n'y a pas une institution, une organisation sous-régionale qui peut taper fort, qui a peur, au contraire, qui peut continuer à faire des yeux doux au pouvoir de Conakry, et puis voilà, on déroule tranquillement. J'en viens, c'est un élément parmi tant d'autres. Vous avez au niveau de ces États de l'AES là, déjà un sentiment anti-français, déjà qui s'est dégagé, parce que même dans cette toute dernière, sortie de ces différents États, le dernier sommet, c'est le tout premier sommet qu'ils ont dit tenir, mettre en place cette confédération, on accuse la France d'être, derrière, qui manipulerait la CEDEAO pour pouvoir effectivement essayer d'infliger des sanctions sur ces différents États-là. Donc, une appendice de la France, la CEDEAO, c'est la vision de ces 3 États-là. Aujourd'hui, la Guinée, c'est pas le cas, nous n'avons pas un sentiment anti-français, mais est-ce que la France prendrait le risque, de ne pas accepter un temps soit peu, même si c'est contre sa volonté, de collaborer avec la junte guinéenne, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. De l'autre côté, parce que de toute façon, la Guinée, je crois que la diplomatie, elle est là quand même. On essaie de voir aussi, de diversifier les coopérations. La Russie, tout récemment, il y avait le ministre des Affaires étrangères russe qui était là. Donc, on avait soulevé beaucoup de choses et ça inquiète les autres. Donc, on est obligé, un temps soit peu, de faire ce jeu-là. Donc, au lieu de faire le soft power, le red power, on fait le soft power. On essaie de caresser un tout petit peu, et c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, la CEDEAO
Elle a je ne veux même pas un renversement de veste, elle a déchiré complètement, sa veste, et je crois que c'est important. Non, peut-être c'est décousu quelque part. Non, c'est déchiré complètement, parce qu'ils ont complètement changé de langage. Ouais. Et je crois que là, ça confirme, c'est incroyable. Ça confirme dangereusement qu'on ne peut plus compter sur la CEDEAO. On ne dit pas à la CEDEAO de s'insurger contre ces gens-là, mais c'est un principe, une transition. Ça sous-entend effectivement c'est que nous sommes dans une situation d'exception, et ça finit toujours par une élection d'une manière ou d'une autre. Il faut organiser les élections. Je crois que c'est évident à un certain niveau qu'on essaie de comprendre cela de part et d'autre. Et pour répondre à cette question initiale que vous avez posée, naturellement, la situation géopolitique internationale profite à la junte guinéenne. Et c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement. Monsieur Ba, la suite, la situation internationale, sous-régionale, sur le cas guinéen, est-ce que cela justifierait un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays? Parce que cela affecte gravement, mais je dis bien gravement, le développement de la Guinée. Bon, ça, je ne dis pas gravement, mais peut-être ça pourrait un peu affecter. Il faut quand même le souligner, parce qu'il y a le rappelé tantôt par rapport au cas de la CEDEAO. Aujourd'hui, s'il y a une partie qui peut peut-être sortir gagnante de cette situation, je crois que c'est la Guinée. On l'a déjà dit, moi je l'ai déjà dit. C'est la Guinée? Mais bien sûr, la junte. Ah, voilà, il faut faire la part. Il faut apporter la précision. On parle du pouvoir. Parce que quand on dit la Guinée, on voit le peuple de Guinée. Il faut dire c'est la junte au pouvoir, ou bien le pouvoir de Conakry. C'est eux qui nous gouvernent, c'est la Guinée. Le pouvoir, ça engage la Guinée. Le pouvoir de Conakry. Le pouvoir de Conakry, c'est aussi simple, le pouvoir de Conakry. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir, quand même, vous le voyez, nous avons en face une CEDEAO qui n'est plus charismatique. Une CEDEAO qui, enfin, est en manque de repères un peu, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui regarder seulement juste la configuration de la CEDEAO, les personnes, les personnalités qui la composent. Ce sont des gens qui aujourd'hui, quand même, dans la plupart des cas, ne sont pas des exemples au niveau... Vous voulez dire que c'est des gens de seconde main, peut-être? Je ne dirais pas cela, mais ce ne sont pas aujourd'hui quand même des exemples quand même à pratiquer ou à côtoyer. Évidemment, c'est des gens qui ne peuvent pas donner de leçons. En matière de gouvernance, parce que si vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui un exemple en matière, peut-être on peut dire la Guinée-Bissau, un modèle démocratique, non? Un modèle démocratique, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple. Et d'autres pays d'ailleurs, la Guinée-Bissau, aujourd'hui, ça veut dire simplement que cette CEDEAO n'est plus charismatique en matière même de décision, de prise de décision. La CEDEAO peine à faire respecter ses propres décisions, parce que c'est difficile aujourd'hui d'interdire à quelqu'un ce que nous-mêmes sommes en train de faire, parce que malheureusement c'est le cas, et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui passe, ce qui est malheureux. Souhaitons, prions pour que tout se passe bien dans notre pays. C'est une obligation pour tous les Guinéens, surtout au sommet de l'État. On doit se battre pour défendre les couleurs vraiment de notre pays. 224, nous n'avons pas d'autre pays, nous n'avons pas en tout cas une autre nationalité, c'est cette nationalité que nous avons. Donc c'est une obligation pour tous les Guinéens, que vous soyez du pouvoir, de l'opposition, je ne sais encore, de la société civile. Il faut qu'on se donne les mains pour qu'on puisse défendre notre pays, car ce pays actuellement, sur le plan politique et social, c'est fissuré. Il faut qu'on essaye de colmater pour sortir de cette situation. Voilà comment prend fin cette émission d'aujourd'hui, le scanner sur les ondes de Kavi Media. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir ces différents messages de votre part, que vous soyez de Conakry à l'intérieur du pays, mais sur le plan international. Nous disons merci à nos techniciens et techniciennes derrière la baie vitrée. À vous, Mohamed, merci de nous avoir vraiment servi de votre analyse, même si je sais que c'est un devoir. Merci Mohamed, et merci à tout le monde. Surtout nos téléspectateurs, nos auditeurs. Et nos auditeurs qui sont toujours fidèles à nous. Et eux aussi, les lecteurs de siaminfo.com. Ah, bien évidemment. Et bien voilà, donc vous êtes le patron. Monsieur Yaya Diallo, l'inspecteur Colombo de notre émission. Merci, ma mère. Ça a été un plaisir pour nous. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente suite de programme en notre compagnie.